va très peu parler finalement de tout ce qui est caractéristique du produit, on ne va parler quasiment que des bénéfices. Ouais. Attention, parler que des bénéfices, ça ne veut pas dire que il faut que le produit marche derrière quand on fait ça. Hein. C'est une promesse, il faut la tenir. C'est une promesse, il faut la tenir, exactement. Du coup, déjà une fois qu'on a dit ça, je me suis dit le point médian, pas possible. Et en fait, ils ont vraiment cette envie de vivre simplement et le changement, ça n'est, même si c'est positif, ça n'est quand même rarement. Oui. Jamais ou rarement simple. Oui, c'est ça. Il y a des niveaux à monter, il y a vraiment, tu fais partie du club et de plus en plus, quand tu montes, le club il est de plus en plus exclusif. Bienvenue sur Raconte-moi un branding, le podcast de l'agence Deuxième Voix. Dans ce podcast, on décrypte la création d'univers de marque sous le format de mini-série. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4/4 de la mini-série sur la marque Avanao et dans lequel on vous présente la 4e étape de notre méthode qui est la définition d'un univers sémantique. Je suis Raphaël Fontana, c'est ça mon nom, directrice artistique et cofondatrice de l'agence Deuxième Voix, et je vais interviewer Sophie qui va nous expliquer comment elle a défini l'univers sémantique de la marque Avanao. Je suis Sophie Bregaillère, cofondatrice de l'agence Deuxième Voix, et effectivement c'est moi qui suis en charge de la direction éditoriale pour l'agence et pour les clients qu'on accompagne. Et quand même, on va la présenter aussi, c'est Sansa, notre petite mascotte, voilà, oui. qui prend toute la place sur le canapé. Oui, toute la place. Mais bon, je suis du coup qui prend toute ma place. Oui, c'est vrai, vous l'avez. Et donc Sansa est effectivement la mascotte de Deuxième Voix. Oui. Et donc, on va commencer par une première question pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premiers épisodes de notre mini-série sur Avanao. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Avanao ? Oui. Alors déjà, Avanao, c'est une marque qui n'existe pas, donc même si vous trouvez le concept génial, vous ne pourrez pas aller l'acheter. C'est notre plus grand regret. C'est notre plus grand regret, on trouve que ça serait hyper cool si ça existait, je vais vous dire après ce que c'est. C'est une marque qu'on a inventée justement pour pouvoir illustrer notre méthodologie de travail, vous parler en toute liberté de plateforme de marque, d'archétype de marque, et aujourd'hui par exemple d'univers sémantique, en dévoilant vraiment les coulisses de la marque, ce qu'on peut pas faire qu'avec les marques de nos clients. Donc Avanao est une marque fictive, mais on fait comme si pour l'exercice. Et donc c'est une marque fictive qui fait quoi ? C'est une marque de déodorant, mais pas n'importe quel déodorant, ce sont des patchs à appliquer la veille au soir, qu'on garde toute la nuit, et le lendemain matin on les enlève, et en fait c'est bon, ça fait le job du déodorant pendant toute la journée, sans avoir à gérer j'ai eu un coup de chaud, je sens mauvais, du coup, les textures de déo qui sont pas agréables, qui laissent des traces sur les vêtements, etc. Donc voilà, c'est un peu notre concept de rêve, donc si jamais quelqu'un a l'idée de le faire, allez-y. En plus, on a un super branding qui va avec, on en parle, on se met d'accord, on en parle. Contactez-nous. Voilà pour Avanao. Super. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'univers sémantique d'Avanao, et autant quand on parle de branding, les gens tout de suite pensent logo et de manière générale identité graphique. Mais alors, univers sémantique, c'est presque un terme qu'on a dû inventer parce qu'il n'y avait pas vraiment de mots qui décrivaient ça. C'est donc méconnu, et qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors en fait, l'univers sémantique, c'est l'autre volet de l'univers graphique. On avait expliqué ce que c'était dans l'épisode numéro 3. C'est tout ce qu'on va voir sur la marque, donc vraiment tout ce qui est visuel, les couleurs, le logo, tout ce qui se voit. Donc ça, c'est l'univers graphique. L'univers sémantique, c'est tout ce qui se lit, si je le dis différemment, ou tout ce qui s'écoute. Donc ça va vraiment être l'univers des mots. Donc ce que la marque raconte et comment elle le raconte. Donc à l'intérieur de ça, on peut trouver beaucoup de choses. Il y a effectivement pas vraiment sur univers sémantique, comme tu disais, c'est un terme qu'on a inventé. Il y a des manières de le dire qui existent, qui sont plutôt en anglais et encore qui couvrent pas tout. Donc vous avez peut-être déjà croisé des notions comme le tone of voice ou le brand voice. Donc ça, c'est la voix de la marque. C'est vraiment une manière, donner les indications de concrètement quand la marque prend la parole, que ce soit à l'écrit sur son site internet, sur les réseaux sociaux, dans les pubs, ou même, on va dire, dans un podcast, les fondateurs ou les fondatrices de la marque qui viennent passer sur un podcast, qui sont interviewés, comment la marque s'exprime. On peut aussi, par exemple, avoir à l'intérieur de l'univers sémantique tout ce qui est storytelling de marque, donc l'histoire de la marque, soit l'histoire fondatrice, soit l'histoire des fondateurs par exemple. Il peut y avoir plein de sortes de storytelling différents là aussi. Sur certaines marques, on peut aussi envisager de créer un manifeste, donc un document qu'on va souvent mettre, ça va être aussi souvent une page du site internet qui va venir expliquer un peu les convictions profondes. Donc ça, c'est hyper intéressant pour des marques
qui sont vraiment portés par des valeurs fortes qui nécessitent d'être expliquées dans un manifeste. Et c'est voilà, donc c'est toutes ces choses-là autour de l'univers des mots qui fait que, en gros, l'univers graphique c'est à quoi on ressemble, comment on s'habille, et l'univers sémantique c'est vraiment ce qu'on dit et comment on le dit. Ok. Et alors, on le disait, c'est pas hyper connu, et donc c'est aussi pas très connu parce qu'il y a plein de marques qui font jamais ce travail-là. Oui. Et bon, nous, on est persuadés que c'est aussi important que le travail de l'univers graphique. À ton avis, pourquoi c'est pas plus un travail qui n'existe pas plus, et qu'est-ce qui fait que, par contre, il faut le faire, à ton avis? Ce qui fait que ça n'existe pas, je pense que c'est vraiment ça existe dans les grandes marques, dans les marques qui sont vraiment, qui ont un service marketing qui dit il faut faire. Alors après ça peut par contre plein de noms différents, mais qui vont faire l'équivalent de ce travail-là, qui vont mettre en des mots sur ce que la marque dit. Donc vraiment il y a des marques qui le font, mais sur des marques peut-être plus jeunes, plus en création, qui se sont créées peut-être plus au fil de l'eau. Effectivement, ce travail-là il vient pas forcément de manière instinctive parce que finalement, j'ai envie de dire, et pourtant c'est mon métier, n'importe qui peut écrire un site internet ou rédiger un post sur LinkedIn ou sur Instagram. Il suffit d'une certaine manière de savoir écrire, et encore maintenant il y a les IA en plus, donc c'est encore plus facile. Donc presque, il n'y a pas de barrière à l'entrée technique. Oui, alors que le graphisme, souvent, alors c'est pas du dessin, mais souvent on imagine qu'il faut savoir dessiner pour savoir faire un logo, alors qu'en plus c'est même pas forcément vrai. Ouais, mais à minimum il faut quand même savoir assembler des couleurs. Tu vas me dire, tu pourrais faire une identité graphique hyper simplement sur Canva, ce qui est vrai, bon, mais t'as déjà un peu plus une barrière à l'entrée. Il commence à y avoir des IA pour créer des logos, mais c'est vrai que pendant longtemps il y avait plus cette idée de je sais écrire mais je sais pas dessiner. Tout à minimum, je me débrouille à l'écrit, mais comme c'est vrai, tout le monde sait écrire, on a tous a priori été à l'école, et donc à minimum on sait faire des phrases. Donc je pense que ce côté absence de barrière à l'entrée fait que c'est pas forcément un travail qu'on fait, mais c'est quand même, et pourquoi c'est quand même important de le faire, et nous on le voit dans les clients qui nous approchent, au bout d'un moment on voit bien la limite de ça, c'est souvent déjà c'est un manque de cohérence. Entre ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Alors en plus les réseaux sociaux, comme il y a vraiment cette histoire de code à suivre, ce qui est vrai aussi sur un site internet, la manière de parler sur un site internet est pas du tout la même que on va parler sur un post Instagram ou que dans une pub même, donc en fait... Et qui est encore autre chose que par rapport à LinkedIn. Qui est encore autre chose que par rapport à LinkedIn et que TikTok, n'en parlons même pas. Donc il y a vraiment ce côté, et ensuite on va... coller au code de chaque plateforme, et du coup à chaque fois on va perdre un petit peu de l'ADN de la marque parce qu'on n'aura pas fait ce travail de cohérence. Et le deuxième problème aussi qu'on voit beaucoup, c'est en fait on a envie de dire des choses, on sait qu'on a des choses à dire, mais on n'y arrive pas, et donc concrètement les fondatrices ou les fondateurs qui nous contactent regardent leur compte Instagram et nous disent oh là là, en fait je sais pas, je trouve que ça ressemble pas à la marque, ils savent pas dire pourquoi, ils savent pas où le site internet. Voilà, c'est mon tour de faire du bon. Si vous avez aimé les podcasts où les gens shootent dans les micros, vous êtes c'est la team qui parle avec les mains, c'est dangereux du coup. Mais voilà, donc en fait c'est à la fois ce manque de cohérence et puis cette impression de dire en fait il y a quand même un truc qu'on n'arrive pas à véhiculer ce qu'on veut véhiculer. Et ça, c'est les deux, c'est des symptômes de on ne s'est pas posé en fait en amont pour réfléchir concrètement à ce que c'était. Alors la première brique, c'est la voix de la marque, c'est-à-dire comment la marque elle parle, avec quel type de mots elle va s'exprimer. Et la deuxième brique, souvent sur les messages, où on a aussi beaucoup de gens qui te disent, qui nous disent, je sais pas de quoi parler sur les réseaux sociaux. Je sais expliquer la marque, mais j'ai pas d'idée de post, je sais pas de quoi dire. C'est ça. C'est pas le décliner dans une stratégie de communication en fait, à moins d'avoir vraiment de faire venir quelqu'un, typiquement un ou une community manager qui va venir faire le travail. Mais là, le risque, c'est potentiellement si on n'a pas su expliquer à la personne ce qu'on veut faire, la personne elle va faire sa propre interprétation de ce qu'elle a compris, parce qu'elle a pas les outils concrètement pour vraiment comprendre l'essence de la marque. Donc un peu il y a des trucs, soit on fait soi-même et du coup on n'y arrive pas, on n'arrive pas à vraiment à déployer ça dans une stratégie de communication, soit on fait faire et parfois ça marche quand même pas, parce qu'en fait en amont on a quand même toujours pas fait ce travail de la voix de la marque, et comme tu dis il y a la stratégie de communication, c'est typiquement de quoi on parle. Donc il y a vraiment première brique la voix de la marque, et deuxième brique de quoi on parle en fait concrètement, qu'est-ce que la marque va raconter. Et du coup, on va peut-être enfin entrer dans le bouquet, mais je pense que c'était important d'expliquer le pourquoi du comment de l'univers sémantique, et surtout pourquoi nous, on y croit vraiment, et on en a fait un pilier de notre manière de travailler et de nos méthodologies. Donc,
J'arrive à ma question, enfin. Première partie, comme tu le disais, la voix de la marque. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pour Avanao ce que tu as fait Donc, Avanao, c'est une marque de l'archétype idéaliste. Alors, je ne vais pas refaire toute l'explication archétype, ça c'est vraiment dans l'épisode 2 où on en a pas mal parlé, mais juste dans les grandes lignes pour que vous, si vous n'avez pas vu l'épisode, que vous compreniez quand même de quoi je parle. L'idéaliste, c'est... Donc en fait, pourquoi on fait des archétypes? C'est pour donner une personnalité. Donc en fait, si je le dis différemment, on a donné à Avanao une personnalité idéaliste, donc de quelqu'un qui va être en recherche de bonheur, avec cette notion que le bonheur, il n'y a pas de raison que ce soit pas ici, maintenant, tout de suite. Le paradis sur Terre, c'est maintenant, à condition de respecter les règles, un certain code moral. Mais il y a vraiment cette notion recherche du bonheur. Il peut y avoir un peu une notion du finalement c'était mieux avant, parfois un peu de nostalgie. Là on arrive, donc voilà. Pour ceux qui ont vu l'épisode 3, vous savez où on en a aussi beaucoup parlé dans l'épisode 3, effectivement. Donc maintenant qu'on a dit ça, l'idéaliste, concrètement quand on veut faire une marque idéaliste, ça va donner quoi en termes de voix de marque? Bon, pour Avanao, on a un fil conducteur quand même depuis le début de tous les épisodes, enfin c'est vraiment le fil conducteur de la marque qui est la simplicité. Et ça en fait c'est une décision qu'on a prise au moment où on a fait le travail sur la plateforme de marque, et le pourquoi du comment c'est dans le premier épisode que vous retrouvez ça. Et donc la simplicité, mais pas une simplicité qui va être enfantine, naïve. Donc c'est vraiment plus la simplicité de les choses doivent pas être compliquées. Et le minimalisme. Et le minimalisme. Donc concrètement, le minimalisme dans les textes, ça se manifeste comment? Ça va être des phrases plutôt courtes, pas avec des mots techniques compliqués. Et là, comme on est quand même dans le secteur de la cosmétique, avec un produit qui est quand même innovant, puisque ce concept du patch qu'on dépose le soir, qui marche toute la journée le lendemain, en fait, il y a évidemment tout un tas de techniques, d'explications. Il y aurait, si la marque existait, tout un tas d'explications techniques qui expliquent comment le produit fonctionne. Donc cette explication technique, évidemment, il va quand même falloir en parler un petit peu, parce que c'est inhérent au secteur et parce que ça fait partie aussi de ce qui va rassurer les gens sur le fait qu'ils sont pas en train juste d'acheter des patchs qui servent à rien. Mais on va le cantonner, on va dire, toutes les explications, les termes un peu techniques, avec peut-être des noms d'actifs compliqués que les gens comprennent pas, etc. On va le cantonner sur tout ce qui est fiches produits, peut-être certaines parties du site internet et un peu sur les réseaux sociaux, mais de manière très ponctuelle, et ça va pas du tout être le gros de la communication. On va rester dans l'immense majorité du temps sur plutôt une communication qui est très simple, qui est compréhensible, qui va pas aller chercher. Et là, on est clairement en opposition avec toutes les marques qui vont chercher, au contraire, le côté très expert, très compliqué. Et on parlait en off tout à l'heure de la marque Typology. Si vous la connaissez, c'est une marque dont le nom littéralement des produits, ce sont les actifs. Oui. Si on connaît pas les actifs, en fait on sait même pas qu'est-ce qu'il faut acheter. Oui. Et ça c'est vraiment un positionnement qui est hyper intelligent pour la marque. C'est tout ce qu'il faut pas faire pour une marque comme Avanao, parce que ça n'a aucun sens de faire ça. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une manière très concrète de parler ensuite des produits avec des phrases simples, etc. Ou même toutes les marques laboratoires, quelque chose qu'on retrouve souvent dans les marques de parapharmacie. Oui. Qui vont dans leur message parler de recherche, des brevets, ils vont aller beaucoup dire, on a telle solution technique qui est brevetée, etc. Par des médecins, par des chercheurs, etc. Sur un produit comme Avanao, comme il y a quand même ce projet, il y a quand même cette notion de c'est un produit potentiellement, forcément, personne n'a jamais fait de patch déodorant, en tout cas à notre connaissance, je pense que ça n'existe pas. Donc il va quand même falloir un peu rassurer les clients sur le fait que ça marche. C'est aussi par des éléments un peu techniques qu'on va faire ça. Donc, mais on va le faire vraiment que dans une optique de réassurance sur oui, le produit fonctionne vraiment, mais c'est pas du tout par contre dans l'ADN de la marque de parler de manière compliquée. Alors qu'il y a vraiment des marques sur lesquelles ça fait partie du positionnement, et c'est pas que de la réassurance, on a besoin de vous rassurer sur le fait que oui, le procédé, c'est une stratégie c'est une stratégie de positionnement, de dire moi je suis une marque experte, scientifique pour les personnes expertes en soins de la peau. Avanao, le positionnement qu'on a pris, c'est quand même aussi, la cible, c'est les femmes et les hommes qui veulent pas se prendre la tête avec leurs cosmétiques,
Si on veut pas se prendre la tête avec les cosmétiques, on va pas commencer à faire du blabla technique pendant hyper longtemps. S'intéresser aux actifs, à s'intéresser à comment fonctionne le brevet, et ainsi de suite. Exactement. On va très peu parler finalement de tout ce qui est caractéristique du produit, on ne va parler quasiment que des bénéfices. Ouais. Attention, parler que des bénéfices, ça veut pas dire que il faut que le produit marche derrière quand on fait ça. Hein. C'est une promesse, il faut la tenir. C'est une promesse, il faut la tenir, exactement. Et en fait, là, il se trouve on l'appuie pas tellement avec des éléments scientifiques, mais le principe, c'est que quand même, les gens qui essayent, ils doivent se dire ça marche. Surtout pour des personnalités idéalistes qui, par définition, font confiance. Oui, mais si la confiance est trahie, ils le prennent beaucoup plus mal. Oui. Que d'autres types de personnalités qui pourraient se dire « Non, mais je comprends, il y a une raison pour laquelle ça n'a pas marché ». Pour un idéaliste, si on m'a promis quelque chose, il faut que ça soit fait, sinon c'est la trahison suprême. Et la personne rachète jamais en plus, parce qu'elle est là, c'est la marque pas fiable, et on reparlera fidélisation après, mais tout à fait. Donc là, vraiment, simplicité, ça va être vraiment un pilier, c'est très logique, après, c'est un pilier fil conducteur de tout ce qu'on a construit autour de la marque, donc évidemment, la voix de marque doit faire ressortir ce pilier simplicité. On a aussi eu tout le débat autour du rétro, nostalgie, et c'est là aussi où on s'est rendu compte, alors je vais vous refaire un petit peu l'histoire, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment hyper important de venir mettre des mots, mais aussi d'expliquer ce qu'on met derrière les concepts. Pourquoi je dis ça ? Si vous avez écouté l'épisode 3, vous le savez déjà, mais on a travaillé chacune de notre côté, au final, toi sur l'univers graphique et moi sur l'univers sémantique, et puis quand on a mis ensemble nos notes, on s'est rendu compte que typiquement sur la nostalgie, on avait mis complètement l'opposé. Oui. Puisque toi, t'avais écrit... Moi, j'avais écrit nostalgie. Ouais. Nostalgie, même des années 80-90, j'avais un peu précisé, mais j'avais écrit nostalgie. Et dans ton esprit, la nostalgie, c'est pas négatif. Tout à fait. Pour moi, la nostalgie, c'est... ça peut être un sentiment pas négatif dans le sens où ça peut être aussi un sentiment positif de... je me souviens avec émotion de quelque chose, c'est quand même de la nostalgie parce que d'une époque que j'ai perdue, mais avec une émotion positive quand même. Ouais. Alors que moi j'avais écrit, de mon côté, j'avais marqué rétro mais pas nostalgique, parce que pour moi la nostalgie c'est hyper négatif. Ouais. Et donc déjà on a mis un moment et on s'est dit mais attends, est-ce qu'Avanao c'est une marque nostalgique, pas nostalgique ? On a vraiment eu tout ce débat, alors on s'est quand même rendu compte qu'on mettait la même intention derrière. Oui. Qu'il y avait vraiment, ce point de vocabulaire sur lequel on n'avait pas la même compréhension du mot. Et c'est aussi pour ça que c'est important de pas juste marquer des concepts ou de marquer juste nostalgie sans expliquer ce qu'on met derrière, parce que sinon ça va presque avoir autant de compréhension que ce qu'il y aura de personnes. Et l'objectif de faire une voix de marque, c'est quand même de mettre à l'écrit, je l'ai peut-être pas dit clairement, mais c'est de mettre à l'écrit un certain nombre de concepts qu'ensuite toutes les personnes qui vont être amenées à écrire pour la marque, que ce soit les fondateurs, les fondatrices, les équipes en interne, mais aussi les prestataires, les community managers, la personne qui va rédiger le site internet, toutes les personnes qui vont écrire, même les personnes qui font des campagnes de pub, s'il y a des campagnes de pub, etc. C'est important de venir préciser, et on aurait pu choisir d'ailleurs on a un peu choisi de dire c'est de la rétro, nostalgie, mais finalement on va toujours venir préciser ce qu'on met derrière, parce que nous quand on dit nostalgie, on le dit sans le côté négatif de la nostalgie. Sans les émotions négatives. Aussi parce que nous on considère que c'est pas éthique de faire du marketing sur les émotions négatives, donc on n'a pas envie de jouer sur des émotions négatives pour vendre. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi on considère, vous expliquez, moi je le sais, pourquoi on considère que c'est pas ok, pas éthique de faire du marketing sur les émotions négatives ? Parce que ça va tout de suite en fait sonner plus fort, malgré tout, ça va résonner plus fort. Donc en fait c'est plus facile de vendre sur des émotions négatives que des émotions positives, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Parce que ça va venir toucher, et nous les êtres humains, on est quand même toujours, on a toujours plus peur de perdre des choses que de gagner des choses, ce qui est très représentatif d'une psychologie où globalement les émotions négatives vont toujours nous pousser à l'action plus que les émotions positives. Et notre cerveau se focus plus facilement sur le négatif que sur le positif, en plus de ce que tu viens de dire. Tout à fait, les deux sont vrais. Ce qui veut dire que les leviers marketing avec des émotions négatives vont toujours beaucoup mieux marcher. Mais ça veut dire aussi qu'on est quand même tout de suite beaucoup plus près de la manipulation. Psychologique. Et il y a une barrière très fine parfois entre le marketing émotionnel, donc vraiment le fait de prendre en compte les émotions, parce que nous on fait beaucoup, on va pas du tout s'en cacher. Tout le travail qu'on fait, c'est vraiment d'aller comprendre les moteurs psychologiques des personnes,
d'aller chercher les émotions, ce qui fait que les personnes vont passer à l'action. De toute façon, l'achat n'est basé que sur des émotions. Oui. Ça a été prouvé d'ailleurs. On pourra vous citer les sources, mais ensuite on justifie rationnellement, mais au départ c'est l'émotion. Au départ c'est les émotions. Et donc en fait, si on joue vraiment à fond sur que de l'émotion négative, nous on considère que c'est pas éthique parce qu'il y a vraiment ce côté presque on est dans de la manipulation. Parce que voilà, le cerveau en oublie un certain nombre de réflexes de bon sens, on va dire entre guillemets, d'aller se poser les questions de est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que ça... Voilà. Donc nous on préfère toujours faire du marketing sur des émotions positives. Ça, par ailleurs, ça c'est aussi beaucoup plus en ligne avec une valeur d'entreprise qu'on a qui est l'enthousiasme, qui est là vraiment une valeur deuxième voie, et donc quand on a une valeur enthousiasme, on ne fait pas du marketing sur les émotions négatives, ça n'a pas de sens. Donc on va pas aller sur la nostalgie en tant qu'émotion négative, par contre on va vraiment aller sur Avanao comme solution à la nostalgie, parce que qu'est-ce qu'on mettait derrière la nostalgie, c'est cette notion de peut-être que c'était plus simple avant, que le bonheur était plus facilement accessible avant, quand on était enfant ou plus jeune, tout était quand même moins compliqué. Et ça, c'est vraiment des ressentis, ça n'a pas besoin d'être factuellement vrai. Par contre, souvent, c'est des moteurs psychologiques. C'est des moteurs psychologiques. Les personnes qu'on cite vont être des personnes entre 35 et 45 ans, et c'est souvent des moteurs psychologiques qu'on retrouve. Donc, ils vont avoir cette recherche un peu... en tout cas cette aspiration où c'était mieux avant, et on veut vraiment venir positionner Avanao comme une solution à ça en disant en fait ok, peu importe si c'était mieux avant ou pas, mais regarde, avec Avanao tu peux retrouver aujourd'hui, là maintenant, il te suffit juste de mettre, on disait en début, appliquer les règles et tu seras heureux, il suffit juste de mettre, tu mets ton petit patch tous les soirs et ensuite t'es heureux et le bonheur c'est maintenant et t'as pas besoin de te prendre la tête. Donc on a ce côté, et ça m'amène d'ailleurs à mon troisième pilier, parce que là le côté nostalgie, combat de la nostalgie à l'écrit va être un peu plus compliqué à mettre en œuvre. C'est vraiment quelque chose qu'on a plus travaillé sur l'univers graphique, visuel, en fait, comment ça va se traduire de manière un peu plus concrète dans l'univers sémantique, ça va être d'essayer plutôt d'avoir ces vibes de marque feel good, donc de marque qui fait se sentir bien. Vraiment dans cette idée du bonheur, ça peut être maintenant, la simplicité, ça peut être maintenant. Et donc, on va beaucoup avoir cette notion dans la marque de c'est facile d'être bien, on peut être soi-même, les produits permettent aussi d'être bien dans sa tête. Concrètement, ça veut dire qu'on va avoir un champ lexical qui va être beaucoup plus autour de tout ce qui est le bien-être, prendre soin de soi, être soi-même, que des champs lexicaux qu'on peut retrouver assez facilement dans des marques de cosmétiques autour de la beauté et de la séduction, par exemple. Voire même de l'anti-âge, en fait, parce que, mais qui est un corollaire de la beauté, qui est le côté les femmes, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, n'ont toujours pas le droit de vieillir. Donc la beauté, passé un certain âge, c'est l'anti-vieillissement. Et nous, avec Avanao, on va du coup plutôt éviter ce champ lexical-là et aller plutôt vraiment sur ce champ lexical, parce que j'ai pas trop parlé de champ lexical, mais évidemment la voix de marque, ça va aussi, et ce qu'on dit, ça va aussi beaucoup, ça se travaille on peut se faire des listes de mots-clés. C'est ça le champ lexical, des listes de mots ou d'expressions qu'on va utiliser ou qu'on va plutôt pas utiliser. Alors ça veut pas dire que ça va être interdit de parler de beauté, on est quand même une marque de cosmétiques, c'est une marque de beauté, mais par contre, si on a le choix, on va toujours plutôt dire qu'on va chercher le bien-être plutôt que d'aller chercher la beauté. Parce qu'avec Avanao, et en fait la beauté va venir presque comme conséquence du fait qu'on se sent bien et qu'on est soi-même, c'est un plus, et puis c'est vraiment toutes les femmes sont belles parce qu'en fait on peut être soi-même, mais c'est pas la promesse principale. La promesse principale, c'est vraiment en fait on va t'amener ce bien-être, le bonheur, etc. Donc si on a le choix, on va toujours plutôt aller vers... on a toujours le choix, mais on va toujours plutôt aller vers ce champ lexical-là que vraiment le champ lexical, je vais y arriver, de la beauté, et alors encore moins de la séduction, qui peut vraiment avoir du sens pour une marque de cosmétiques, mais qui n'a pas de sens pour une marque comme Avanao, par contre. C'est pas du tout les bonnes vibes. J'ai fait une très longue réponse. Non, mais du coup, concrètement, ce que j'en retiens, c'est que la première étape pour faire un univers sémantique, c'est que tu as défini des concepts, et ensuite tu as créé des règles de manière d'écrire et de type de mots à utiliser pour que ces concepts soient
visible, enfin soit ressenti dans Oui. la manière d'écrire des personnes qui vont écrire pour la marque. Tout à fait. Et après, on peut même aller un peu plus loin. Si on veut vraiment, on peut donner des exemples des exemples de phrases qui sont OK ou pas OK pour la marque. On peut faire donc ce qu'on appelle des do's and don'ts, des affaires à ne pas faire. On peut vraiment venir... T'as des exemples là, comme ça, je pensais à l'écriture inclusive en tout cas. Ah, d'accord, ok, j'allais pas du tout partir, j'allais faire des exemples. Après, j'aurais pu... Est-ce que l'écriture inclusive, c'est un bon exemple de ça ou pas? Oui, alors... Oui. Oui, si ce n'est que l'écriture inclusive, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est fait régulièrement chez les marques, mais c'est un très bon sujet. Mais nous, on a décidé que toutes les marques qu'on allait créer, donc les marques fictives qu'on crée dans l'objet du podcast, et puis toutes les fois où les fondateurs, fondatrices vont nous laisser le faire, parce qu'on le pousse aussi auprès de nos clients, on utilise l'écriture inclusive. Donc l'écriture inclusive, c'est quoi ? C'est le fait de parler aux hommes et aux femmes, et donc sans oublier les femmes, et de ne pas utiliser la règle du masculin l'emporte sur le féminin, qui aujourd'hui était réécrite, qui a été un petit peu rebrandée en disant le masculin et le neutre. Universel, le neutre universel. Bon, mais moi, quand j'étais petite, c'est pas comme ça qu'on me l'a appris. Moi, quand j'étais à l'école, on nous disait le masculin emporte sur le féminin, et c'était vraiment comme ça. Et puis après, les petits garçons à la cour de récré, ils avaient bien retenu parce qu'ils savaient le redire. Exactement. Et quand on dit aujourd'hui c'est le neutre universel, en fait, c'est effectivement c'est du rebranding, c'est du washing. Hein, c'est du washing, exactement. Ça veut dire la même chose. Oui. Et je sais pas si à l'école c'est comme ça ma sœur est institutrice, je demanderai à ma sœur comment ils apprennent. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, nous, quand même, dans Deuxième Voix, puisqu'on a aussi un petit peu parlé, on a vraiment cette valeur d'éthique qui considère qu'il faut parler à tout le monde. Donc l'écriture inclusive, pour nous, c'est important. Il y a plein de manières de faire de l'écriture inclusive. On peut utiliser le point médian, on peut utiliser les parenthèses, qui est ce que, entre nous, ce que fait l'administration française aussi, sur les parenthèses, les petites parenthèses, et depuis longtemps en plus, avec le féminin. On peut faire la forme telle qu'on l'a dit à l'oral, qui serait de dire bonjour à toutes et à tous. On peut privilégier les formes épicènes qui seraient plutôt, pour reprendre mon exemple, bonjour tout le monde, mais ça c'est pas toujours possible de le faire, mais on peut le faire. Donc épicène, si on essaie de trouver un mot neutre, c'est pas masculin, vraiment neutre. Un vrai neutre, qui se dit vraiment de la même manière au masculin ou au féminin, ou qui englobe tout le monde, et pas juste parce que le féminin, qu'il y a un mot masculin et le féminin n'existe pas, ou les gens ne veulent pas utiliser le féminin. Donc il y a plein de manières de faire de l'écriture inclusive, donc forcément on va aussi choisir la manière de faire de l'écriture inclusive, et ça c'est clairement une application concrète, en fonction de ce qu'on a décidé pour la marque. Dans le cadre d'Avanao, simplicité. Et rétro nostalgique. Du coup, déjà une fois qu'on a dit ça, je me suis dit le point médian, pas possible. Point médian, déjà c'est hyper moderne. C'est un truc qui n'existe que depuis une dizaine d'années, qui est déjà encore maintenant, quand on l'utilise, pas du tout admis par plein de monde. Les prénoms type IL, etc., c'est pareil, en fait c'est hyper moderne. C'est pas du tout rétro, donc ça marche pas. Et en plus, ça a une forme un peu plus complexe, puisque les gens n'y sont pas habitués. Et ça à prendre en compte aussi, puisque nous on a une marque qui va chercher la simplicité. Donc je me suis dit, pour l'écriture inclusive, on va faire ça dans la forme la plus simple, qui a un poil plus long, mais qui est quand même plus simple à utiliser, qui va être court n'est pas forcément simple. Court n'est pas forcément simple, exactement. Qui va être de systématiquement dire, par exemple, si vous parlez à vos clients, de dire les clientes et les clients, ou même à vos clientes, en fait, à l'oral, on dirait vos clients et vos clientes, les consommatrices et les consommateurs, etc. Et donc les hommes et les femmes qui ont peur de se sentir mauvais. Oui, tout à fait. Et là, ensuite, on va vraiment le décliner comme ça, à chaque fois, en le disant. Et quand on pourra, on utilisera de l'écriture, des mots épicènes, comme je disais. Donc, on va peut-être plutôt dire dans un contexte bonjour tout le monde que bonjour à toutes et à tous. Mais il y a aussi plein de... On peut dire toutes les personnes plutôt que de dire les hommes et les femmes. Tout à fait. Oui, déjà, de parler de les personnes qui, au lieu de dire les hommes qui, en fait, c'est déjà une manière. Et les personnes, pour le coup, c'est un vrai mot épicène. Donc, il y a plein de manières de le faire de manière assez simple, assez fluide, et qui vont... d'ailleurs, si on le fait, 98% des gens vont pas se rendre compte qu'on le fait. Donc c'est vraiment la manière la plus neutre et simple de faire, et qui ne va pas provoquer aussi de débat autour de l'écriture inclusive, finalement.
qu'on va pas forcément chercher avec une marque comme Avanao. Oui. Et Avanao, en fait, elle peut quand même elle a quand même ses valeurs, hein, évidemment, puisqu'on lui fait écrire en écriture inclusive, mais elle va être presque un fer de lance un peu silencieux. Elle le fait, et ensuite, si quelqu'un râle, nous dire, vous vous en étiez même pas rendu compte, en fait, donc c'est pas un problème. Oui, tout à fait. Donc oui, l'écriture inclusive, c'était en fait un bon exemple aussi de concrètement comment on met en œuvre de la simplicité. Ok, super. Et du coup, on peut peut-être passer à la deuxième partie de l'univers sémantique. Parce que là, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé de comment on parle, donc c'est-à-dire comment on construit, comment on parle la marque, mais il y a aussi de quoi on va parler. Qui est souvent aussi un gros pain. Qui est un gros pain, parce que si on fait que la première partie, en fait les deux, il faut vraiment faire les deux, parce que si on fait que le comment on parle, mais qu'ensuite on parle quand même pas de choses qui sont alignées avec la marque, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais si on détermine que le de quoi on parle, sans avoir déterminé des règles, en fait il y a vraiment le risque. C'est peut-être un poil moins grave, parce qu'il y a un peu plus déjà d'indications, mais il y a quand même vraiment le risque que si on multiplie les personnes qui sont susceptibles de prendre la parole à la place ou au nom de la marque, et on va avoir presque autant d'interprétations que d'eux. Donc c'est vraiment important de faire les deux. Et donc dans le de quoi on parle, là c'est pareil, on va avoir des applications hyper concrètes à donner. Donc en réfléchissant à l'univers sémantique d'Avanao, j'en suis arrivée au sujet de la fidélité, des programmes de fidélité, en fait, donc de la fidélisation. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que c'est particulièrement un sujet intéressant à traiter parce que les idéalistes, comme on disait, si on leur fait des promesses, ils sont outrés et ils rachètent plus jamais. Mais par contre, c'est des clients et des clientes. On va faire du dialogue inclusif. Les clients et les clientes qui sont idéalistes, c'est des clients qui vont être très fidèles. Parce qu'ils n'aiment pas le changement. Mais si on leur donne pas de raison de changer, du coup ils vont jamais changer au final. Ils vont être très contents de la marque aussi longtemps que la marque elle va délivrer sa promesse en fait. Et en fait ils ont vraiment cette envie de vivre simplement et le changement ça n'est, même si c'est positif, ça n'est quand même rarement jamais ou rarement simple. Oui, c'est ça. Et donc s'il n'y a pas de raison de changer, il n'y a pas de raison de changer. Donc vraiment une marque qui va aller donner de la qualité et un bon rapport qualité-prix, ça c'est important aussi, sur le long terme, peut vraiment garder des clients qui vont être très fidèles. Ça se manifeste comment ? Par un programme de fidélité, qui par ailleurs est un truc qui est important à avoir pour toutes les marques, je pense, quel que soit l'archétype. Mais la manière dont on va réfléchir le programme de fidélité, et là presque on est plus dans de l'expérience client que dans de l'univers sémantique, mais en fait tout est très lié puisque c'est bien la manière dont on va parler des sujets et la manière dont on aborde, et du coup ça va vraiment avoir un impact sur la manière dont on construit le programme de fidélité. Ce qu'on va aller chercher, c'est un programme de fidélité qui est hyper simple et qui récompense la fidélité. Alors une fois que je l'ai dit comme ça, vous allez me dire oui mais le programme de fidélité ça récompense tout le temps la fidélité. En fait pas forcément, parce qu'il y a d'autres manières de faire des programmes fidélité. Tu peux citer l'exemple de Sephora en off tout à l'heure. Complètement. Sephora, ils ont, évidemment la fidélité récompense la fidélité, mais en fait surtout ce que fait Sephora, c'est qu'ils créent un club exclusif. Et donc avec les programmes de fidélité, on peut aussi avoir plutôt ce ressort-là de dire je fais partie du club. Et c'est pas si simple chez Sephora la fidélité, parce que moi je suis cliente chez Sephora depuis toujours, je pense, depuis que j'ai de l'âge de me payer des produits de beauté, donc ça doit bien faire 20 ans. J'ai jamais dépassé le premier stade de fidélité de chez Sephora. Il y a des niveaux Black, Silver, Gold. Alors, je pense que c'est même pas comme ça que ça s'appelle, mais il y a effectivement des niveaux. Si, c'est ça. Black, Silver, Gold. Le niveau Black est un premier niveau. J'ai jamais réussi à en sortir, alors que quand même j'adore le maquillage et la skincare. Et chaque niveau va apporter des niveaux d'avantages différents, etc. Le plus haut niveau, très exclusif, il y a même des soirées privées où j'ai vu des reportages à la télé où les nanas, parce qu'en général c'est quand même des femmes, même si ça peut être des hommes aussi, ont des cadeaux, mais qui à plusieurs centaines d'euros de quantité de cadeaux dans la poche, mais parce que ça montre de combien il faut avoir dépensé chez la marque pour avoir le plus haut niveau. Mais du coup, le programme fidélité, il est quand même construit plus autour de cette notion de il y a des niveaux à monter, et il y a vraiment, tu fais partie du club, et de plus en plus, quand tu montes le club, il est de plus en plus exclusif. Ça, c'est une manière de construire un programme fidélité qui ne convient pas pour Avanao. Et pour les idéalistes les idéalistes d'une manière générale. D'ailleurs, moi je trouve ça hyper pénible. Oui, je l'ai pas précisé, mais moi j'ai vous le savez peut-être, mais voilà, moi un de mes archétypes à titre personnel assez fort, c'est l'idéaliste. Et moi je ne comprends pas je comprends si je le lis, mais
vraiment le programme fidélité de Sephora, le truc inatteignable où il faut... Bon, alors que moi c'est pareil, je consomme chez Sephora depuis des années, le truc où il faut avoir... il y a des niveaux et tout, bon moi ça me parle pas. L'autre marque qui a un système un peu similaire, aussi dans le domaine de la cosmétique, c'est YesStyle. YesStyle, c'est une plateforme d'achat, alors ils font pas que de la cosmétique, très orientée K-beauty, donc cosmétique qui vient de Corée, mais plus globalement des pays d'Asie, parce qu'il y a aussi le Japon, la Chine, etc. Et eux, ils ont un peu le même genre de... Alors, c'est encore plus obscur que Sephora, en plus. Ouais. En partie, je pense, parce que c'est mal traduit sur le site, ce qui n'aide pas. Mais c'est pareil, ils ont un système avec des points, les points font ça donne des codes d'avantage. Des codes d'avantage qui n'ont pas le même niveau de pourcentage de rédaction en fonction du niveau qu'on a. On a plus ou moins de cadeaux. Ouais. C'est pareil, à ton anniversaire, t'as des cadeaux, mais t'as des cadeaux plus ou moins bien en fonction du niveau côté. Ouais. Donc ils ont quand même un programme fidélité qui est assez compliqué. Dans les deux cas, d'ailleurs, YesStyle comme Sephora, on se retrouve à avoir des petits tableaux comparatifs où on peut regarder les avantages, tu sais, en fonction de où t'en es. Pour arriver exactement, combien il faut de points pour et tout. Et ça, c'est hyper puissant. Je dis pas que c'est une mauvaise idée. Hein. D'ailleurs, quand même, on n'est pas en train de critiquer Sephora. Je pense que leur programme fidélité, il marche vraiment bien. Par contre, c'est adapté pour des marques qui veulent aller chercher en l'occurrence, on peut dire Sephora marque amoureuse. Pour qu'il ait l'exclusivité et le fait d'obtenir des choses par son engagement auprès de la marque. Exactement. Faire partie du club un peu exclusif et de dire comme j'ai beaucoup donné à la marque, elle va me rendre, mais c'est parce que j'ai essayé de moi-même aussi beaucoup m'engager que ça marche. Ça marche très bien du coup. Moi, et d'ailleurs, je souriais parce que moi j'ai plus cet archétype-là. Ouais. Et tout à l'heure, quand tu disais, moi ça m'agace. Alors, moi ça me fait rêver par contre, le programme de fidélité de Sephora. Bon, du coup, je suis pas au point d'y arriver, mais à chaque fois je me dis, un jour peut-être, ça serait rigole et ça serait incroyable, tu vois. Ouais, alors, ok. Mais donc, c'est bien que les archétypes parlent à des moteurs psychologiques différents en fonction de son type de personnalité. Oui, tout à fait. Et parlons d'Avanao et des idéalistes. Oui, et donc les idéalistes, bon, voilà, on va pas aller sur ce genre de programme fidélité, donc on voit bien qu'au-delà de la manière dont on va en parler, ça construit même le programme fidélité, mais ça a aussi des impacts vraiment de nom, parce que souvent les programmes fidélité, justement, ils ont des noms, donc ça va être par exemple le club exclusif, alors je sais pas comment ça s'appelle chez Sephora, mais ça pourrait s'appeler le club exclusif. Bon, avec une marque comme Avanao, on a fait un programme hyper simple, qui pourrait être typiquement le truc le plus classique qui est t'as un nombre de points en fonction de combien t'achètes et puis tout le monde a le même nombre de points en fonction et forcément si t'achètes beaucoup tu vas avoir plus souvent des points, des bons cadeaux, soit des réductions, soit des cadeaux, etc. Donc tu seras récompensé plus souvent. Par contre c'est le même système pour tout le monde et on va lui donner un nom qui va pas tourner autour de l'exclusivité aussi. On va vraiment plutôt venir le formaliser autour de cette notion de on vous remercie d'être des clients fidèles, d'avoir une relation long terme, pour plus aller toucher ces choses de ah oui c'est bien de pas changer, et puis tu sais toujours ce truc de t'as respecté les règles, t'achètes toujours au même endroit, puis t'as tes petits points, ensuite t'as ta promo, les règles sont hyper simples à respecter, tu les respectes, t'es contente, t'as des cadeaux de... Et à l'inverse de ce que font beaucoup aussi les forfaits de téléphone, où il y a toujours plus d'avantages à être un nouveau client. Ça c'est terrible pour les idéalistes, trahison suprême. Exactement. Bon là on va aller à l'inverse typiquement. Complètement. Donc quand tu dis de quoi on parle, c'est aussi plus généralement sur quel type comment on se positionne dans ces messages et sur quoi on met l'accent quand on choisit un nom. Tout à fait. Ou quand on choisit ce dont ce qu'on va mettre en avant pour nos clients. Et en fait on se rend compte aussi parfois, et c'est comme ça que je suis arrivée au programme fidélité, je me disais tiens et si on avait un programme fidélité, comment on l'appellerait ? Et là, je me suis dit, mais comment on l'appellerait ? En fait, ça dépend de comment il fonctionne. Donc, en fait, c'est là où on voit bien que quand même les sujets sont hyper liés et que la manière dont on parle va vraiment venir être dimensionnante sur ce qu'on fait. Donc ça, c'est une manière concrète d'appliquer finalement ce qu'on aura déterminé dans toute la partie stratégie, ADN de marque, avec la plateforme de marque, l'archétype, et aussi la voix de la marque, parce que si tout d'un coup, on a écrit sur le site ce club sélectif ou ce club exclusif, ça n'a plus aucun sens avec la marque. On envoie des signaux non cohérents, contradictoires. Et donc on brouille le message et donc les gens sont là, je comprends pas donc je ne l'achète pas. Oui, complètement. Ou en tout cas, si c'est que quand on est au club fidélité, ils vont plus dire ok, ce club fidélité qui on comprend rien. Mais après le reste ça va. Mais si on fait ça à toutes les briques, les gens ne comprennent pas et achètent pas.
Est-ce que, on arrive à la fin de l'épisode, est-ce qu'il y a des choses dont tu voulais parler qu'on n'a pas dit justement? Vas-y, alors je te parle beaucoup trop. Peut-être aussi quand même la manière, un truc hyper important quand on travaille l'univers sémantique, assez vite va se poser la question de la communication, notamment sur les réseaux sociaux, et donc de décliner tout ce qu'on vient de se dire dans concrètement de quoi on parle sur les réseaux sociaux. Je berce de ça depuis tout à l'heure, je pense que c'est tellement hyper... je sais pas si c'est un compliment pour ce que je suis en train de raconter, mais bon, elle est mignonne. Et donc on va... En fait, l'idée, c'est de décliner l'ADN de marque, l'archétype et la voix de marque en piliers de communication. Et ça, c'est de manière concrète, c'est-à-dire de quoi on va parler sur les réseaux sociaux, mais d'une manière générale, de quoi on va parler dès que la marque prend parole en dehors de juste la description de ses produits. Et donc pour Avanao, là, je ne révolutionne rien, mais en même temps, c'est hyper important de venir donner les piliers. J'ai choisi 3 piliers de communication, donc c'est-à-dire de manière très concrète, ça c'est quoi? C'est si un jour on fait une stratégie de communication sur Instagram ou sur LinkedIn, ou même qu'on fasse en interne, ou qu'on délègue à une community manager, on va lui dire ok, on a déjà déterminé en fonction de notre ADN de marque, etc., des piliers de communication, et ensuite il y a une expertise pour dire et comment on transmet ça. Ça veut dire que chaque poste doit traiter un pilier. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est les 3 grands thèmes dont on parle. Exactement. Et on parle que de ces 3 thèmes-là. Okay. Donc mon premier thème, assez logiquement, fil conducteur de toute la plateforme, de toute la marque, la simplicité. J'ai trouvé. Tout à fait. Et je vais te dire le deuxième aussi, parce que c'est pareil, il est alors on en a moins parlé dans cet épisode, mais si on revient dans la plateforme de marque, on avait identifié 2 valeurs, on avait la simplicité, on avait le respect. Ouais. Donc pour moi, 2 piliers de communication vraiment importants, c'est ça, c'est la simplicité et le respect. Pourquoi j'ai parlé des deux en même temps? Parce que moi je recommanderais vraiment pour une marque comme Avanao de les traiter un peu de la même manière, avec ce côté un peu conditionnel. Alors je vais expliquer ce que je suis en train de dire, c'est vraiment conditionnel dans le temps, quel temps on utilise. J'ai écrit, tu vois, à côté de la simplicité, ça ne devrait pas être compliqué de prendre soin de soi. Et le respect, on devrait pouvoir prendre soin de soi sans se mettre en danger, ou sans mettre en danger l'environnement. Donc en fait, là, il y a vraiment cette notion qu'on retrouve dans ce que tu expliquais, il y a ce qu'on dit et comment on le dit. Exactement. Il y a vraiment, on parle de simplicité ou on parle de respect. Tout à fait. Et comment on en parle au conditionnel. Oui. Et alors, en tout cas, avec ce message de fond, parce qu'on va pas tout dire au conditionnel, ça n'aurait pas de sens, mais le message de fond, c'est vraiment d'avoir un peu presque cette morale de conte d'histoire qui marche bien avec les idéalistes. La morale d'une communication Avanao, ça devrait être soit l'un des deux. Il pourrait y avoir une morale simplicité qui est de dire ça devrait pas être compliqué de prendre soin de soi, mais regardez, c'est génial avec Avanao, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, tant mieux. Et on a justement créé Avanao parce qu'on trouvait que c'était trop compliqué. C'est pas normal que ce soit compliqué. Donc là, c'est presque une attaque directe aux autres marques. Après, on n'est pas une marque qui va aller faire des attaques frontales, je suis pas du tout en train de... C'est pour ça qu'on le fait au conditionnel. C'est pour ça qu'on le fait au conditionnel, on le fait vraiment plus sous ce côté un peu petite morale de vie, ça devrait pas être compliqué, on apporte la solution. Et c'est ce qui permet, je fais une parenthèse, de pas faire de la nostalgie négative. Oui. Parce que on pourrait aussi le faire au passé en disant c'était mieux avant parce que c'était simple. Et d'ailleurs, il y a des marques de cosmétiques qui s'appellent, il y en a une à laquelle je pense qui s'appelle Comme Avant, qui est aussi une marque qui base ses produits sur la simplicité et les bons vieux produits de grand-mère. Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu dis c'est pas la simplicité. Avant c'était simple, et maintenant c'est plus simple. Aujourd'hui c'est pas simple, mais ça devrait être simple. Ça devrait être exactement. Et on est du coup pas dans de la nostalgie de genre aujourd'hui c'est tout nul alors qu'avant c'était tout génial. Et en fait on peut pas vraiment le faire comme ça avec une marque comme Avanao parce que le produit en lui-même, les patchs déodorants, ils n'existaient pas. Ils existaient pas. C'est un produit innovant. Alors c'est sûr que si on vendait une crème sur l'histoire c'est la crème de grand-mère faite à base du savoir ancestral perdu par les vilains pharmaceutiques, tu sais, entreprises pharmaceutiques. Qui veulent pas qu'on puisse se soigner facilement, etc. Ce qui est vraiment un narratif qui pourrait fonctionner avec une marque. Mais bon, là, en l'occurrence, on a une innovation technologique qui permet de gagner de la simplicité. Donc, en fait, on a plus ce truc de ça devrait être simple, et ça l'est pas. Mais grâce à Avanao, ça l'est. Ça y est. Génial. On a trouvé la simplicité. Exactement, on a trouvé la simplicité. Et puis, on a aussi cette notion de respect, parce que on l'a pas trop dit là, mais les patchs, c'est des patchs avec des compositions qui font attention à tout ce qui est perturbateur endocrinien, donc on évite tous les produits négatifs, etc. Et aussi avec une dimension protection de l'environnement, où on va réfléchir à des packagings qui sont
renouvelable, ça marche pas, mais oui, recyclable, c'était ça que je cherchais. Parce que c'est pareil, derrière, il y a cette même idée de... Mais en fait, on devrait quand même pouvoir prendre soin de soi sans se détruire la santé et sans détruire la planète. Donc, ce qui marche avec la notion de code moral et d'éthique des idéalistes, tout à fait, qui trouvent que c'est important d'être des personnes qui font les choses bien. Oui, exactement. Et ça, ce truc de on devrait... c'est pour ça que je parlais du conditionnel, ces espèces de petites morales qu'on met au conditionnel, on ne devrait pas... D'ailleurs, est-ce que c'est du conditionnel? Oui, on ne devrait pas... je vérifier vraiment. Bon, oui, on ne devrait pas être... Qu'est-ce que ça peut être là? C'est du conditionnel. Je me suis auto-mise le doute. On devrait pouvoir, on ne devrait pas. Tout ça, c'est des manières qui vont quand même fonctionner sur des morales. Et là, j'ai vraiment pas beaucoup parlé de ces deux piliers, mais j'ai aussi quand même un troisième pilier. Donc, on a aussi le droit de parler d'un troisième thème qui est le bonheur. Oui. Parce que on n'est pas une marque négative. On est une marque qui peut-être a des petites touches rétro, nostalgie, mais pas dans le sens négatif. Donc, parce qu'en fait, on vend du bonheur. Et là, vous allez me dire, le bonheur, ok, c'est super. Et là, je me suis dit, on peut même, les deux premiers piliers vont vraiment beaucoup pouvoir permettre de parler des produits. Dans le troisième pilier, on peut aussi parler des produits, mais c'est un pilier qui va aussi peut-être permettre de s'en éloigner un peu. Et ça peut vraiment amener de la fraîcheur éditoriale dans une ligne éditoriale. Et une idée que j'ai eue, par exemple, c'est la marque pourrait très bien, dans une stratégie communication réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn, se dire, ok, moi, tous les lundis, je partage une liste de trucs chouettes qui se sont passés quelque part dans le monde. Par exemple, je sais pas, telle espèce qui était en voie de disparition depuis 30 ans, ça y est, la population remonte. Telle boîte a développé telle technologie qui règle tel problème, la pauvreté recule dans tel pays, voilà. Parce qu'en fait, des bonnes nouvelles, il y en a quand même, hein. Et on est un peu inondé de mauvaises nouvelles. Et c'est aussi pour ça et pourquoi je me dis, ça c'est un axe intéressant pour une marque comme Avanao, c'est parce que toutes ces personnes qui vont se dire avant c'était mieux, avant c'était plus simple, c'est aussi sur ce sentiment qu'avant on avait moins de mauvaises nouvelles. Ouais. Et elle cherche à retrouver ce côté. Exactement. Il y a quand même des bonnes nouvelles et on peut être heureux. Oui, tout à fait. Et donc évidemment, ça va être qu'une petite brique dans le ça peut pas être le socle de la communication parce qu'il faut pas oublier de parler d'Avanao, des produits, etc. Mais ça peut vraiment venir rajouter cette petite touche de on n'est pas en train de parler des produits, mais par contre on va venir faire une communication qui est vraiment dans l'ADN de la marque et qui va porter les valeurs de la marque, les valeurs de ce bonheur, le côté un peu feel good et donc ça peut vraiment marcher à petite touche. Super. On est arrivé au bout de cet épisode. Je ne te demande pas si tu as autre chose à rajouter parce que je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Si cette mini-série vous a plu, et cet épisode, si vous n'avez vu que le dernier vous a plu, ça nous aidera beaucoup que vous nous mettiez soit un commentaire positif, soit un pouce, soit une note selon la plateforme sur laquelle vous nous avez découvert, sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast. Ce qui va beaucoup aussi nous aider, comme on est un jeune podcast, tout juste sorti, ce serait que vous parliez de nous si ça vous plaît à des gens dans votre entourage dont vous pensez que ça peut les intéresser. On se retrouve pour une prochaine mini-série où on va parler d'une autre marque qu'on a inventée. Mais on vous laisse bien le suspense. Merci et à bientôt. À bientôt.